Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce point de marché. Nous sommes le 8 décembre 2017. Il semblerait que le retour de l'appétit au risque soit présent. Nous avons, je vous rappelle cet après-midi, le fameux NFP, le rapport NFP à 14h30. Alors on va faire un petit briefing de la journée. Comme d'habitude, on va commencer avant tout par cet avertissement égal sur le risque que je vous invite à prendre connaissance. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est seulement à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation, excusez-moi. Alors, résumé des séances américaines et asiatiques. On peut voir que les marchés actions ont fortement progressé avec la médaille pour les valeurs technologiques, le Nasdaq qui progresse de 0,54%. Le Nikkei, on peut voir plus 1,39, donc on a clairement une super performance des valeurs techno. Donc on n'a pas d'indice réellement de gros indices majeurs technologiques en zone euro. Euh, donc concrètement, ça devrait être haussier pour tous les indices. Voilà. Ensuite, on a le yen qui recule avec le gold, donc c'est clairement, on peut voir un sentiment d'appétit pour risque qu'on a ce matin. Un sentiment d'appétit pour risque qui est accompagné d'un point de vue fondamental et bien par un accord sur la première phase des négociations au Brexit. C'est tombé il y a un peu moins d'une heure. Donc le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker et Theresa May se seraient mis d'accord sur la future frontière irlandaise. Donc a priori, il n'y aura pas de frontière dure, c'est-à-dire une frontière Fexit, une frontière pardon fermée avec avec des murs, etc. Il y aura pas tout cela. Donc a priori, ça devrait être une frontière un petit peu flexible, un petit peu ouverte, malgré la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Voilà. Donc ça permet aux négociations d'entamer la deuxième phase, qui est les futures relations commerciales entre les deux régions. Voilà, donc le pound, la livre sterling réagit positivement à cette annonce qui va revenir chercher ses précédents sommets. Le calendrier économique, on a beaucoup d'annonces. Alors tout d'abord, on a eu des bonnes statistiques japonaises comme vous pouvez le constater, dont le PIB annualisé 2,5%. C'est l'estimation finale. Voilà, donc c'est une très bonne annonce qui est faite pour pour le euh, pour le Japon. Du côté de la Chine, la balance commerciale progresse. Si la balance, enfin elle progresse, pardon. Oui, elle progresse. Ce qui veut dire que soit la Chine a plus exporté, ou soit elle a moins importé, ou soit elle a fait les deux. Voilà. En tout cas, elle a exporté 263 milliards de yuan, oui, c'est en yuan. Vous voyez qu'en dollars c'est comme ça, c'est ce chiffre-là, donc c'est 40,21 milliards de dollars qu'elle a exporté au mois de novembre. Enfin exporté, pardon, balance commerciale positive. C'est la différence entre les exportations et les importations. Donc on appelle ça également l'excédent commercial. Sinon, nous avons la balance commerciale allemande qui a été publiée cette fois-ci en léger repli à 8 heures. Et enfin, donc ce matin, ça va être des statistiques du Royaume-Uni, la fameuse balance commerciale qui est extrêmement importante, UE et hors UE. Nous aurons la production industrielle, bref, on aura tous ces chiffres-là qui seront particulièrement importants parce que ça va montrer euh, production industrielle et la balance commerciale permet d'avoir une idée de la prochaine croissance du Royaume-Uni. Voilà. La production, c'est la richesse, c'est également un signe de la richesse produite et donc du PIB. Voilà. Donc production n'est pas égale au PIB, mais disons qu'une production qui augmente, ça va plutôt nous faire penser, ou en tout cas tendre à avoir une croissance qui va accélérer. Voilà. Donc ça sera particulièrement intéressant dans un contexte où le Royaume-Uni a du mal n'est pas du tout un moteur mondial. Alors que la zone euro, par exemple, avait du mal avant à produire de la richesse, à croître. Le Royaume-Uni, pour vous donner une ordre d'idée, avant le vote du Brexit et avant l'annonce qu'il allait avoir un référendum pour le Brexit, la croissance du Royaume-Uni était en moyenne de 2,5 à 3%. Actuellement, elle est à 1,5. Voilà, donc elle est quand même assez basse. Elle est quand même assez basse. Aux États-Unis, c'est 3%. En zone euro, elle a été publiée à 2,6.
avant-hier. Donc vous voyez que le Royaume-Uni, certes, il n'y a pas une croissance molle, mais on peut voir que par rapport au monde, par rapport d'un point de vue global, on a quand même une croissance du Royaume-Uni qui ne profite pas du tout de la hausse de la croissance mondiale. Et sinon, 14h30, les fameux chiffres du chômage et de l'emploi aux États-Unis, dont le NFP. Alors, il n'y a pas que le NFP qui sera attention. Et d'ailleurs, en ce moment, ce n'est plus réellement le NFP qui est le plus important. Ce qui a le plus d'impact sur le marché, c'est le taux de chômage et surtout le salaire moyen annuel. Pourquoi le salaire moyen annuel? Parce que c'est directement lié, ça va directement avoir un impact sur l'inflation. Et on sait qu'actuellement, le facteur clé aux États-Unis, c'est l'inflation. Encore en zone euro, on a un taux de chômage qui est à 8,8%, il me semble, 8,8 ou 8,9. Donc on a encore une marge de progression assez importante et plus le taux de chômage va diminuer, mieux ça va être et l'impact va être quand même positif sur la zone euro parce qu'on a quand même une marge de progression. Mais là on peut voir que le taux de chômage aux États-Unis est quand même déjà extrêmement faible. Donc qu'il soit à 4 ou 4,1%, voilà, c'est un marché de l'emploi qui est extrêmement bon et qui n'a pas voilà, cette différence n'a pas beaucoup d'impact parce que pour le marché euh, pour les spéculateurs et les investisseurs, le marché de l'emploi aux États-Unis est déjà considéré comme un plein emploi. Voilà, donc c'est comme en Allemagne, par exemple, le taux de chômage en Allemagne, certes, il est extrêmement bas, et il est très bien, mais par exemple, une baisse du taux de chômage de la zone euro ou même de la France aura plus d'impact, ou en tout cas, on aura un impact, alors peut-être pas de la France parce que c'est pas suffisant, mais entre une baisse du taux de chômage de l'Allemagne et une baisse du taux de chômage de la zone euro, c'est la baisse du taux de chômage de la zone euro qui sera plus important, même s'il baisse par exemple que de 0,1 point, alors qu'en Allemagne il baisse de 0,2 points. Voilà. Parce que la zone euro c'est 8,8%, le taux de chômage en Allemagne c'est aux alentours des 4% il me semble. Voilà, donc plus on a un taux de chômage bas en fait, moins l'impact est significatif. En tout cas c'est l'observation que j'ai faite. Voilà, donc l'annonce à surveiller bien évidemment c'est le fameux NFP, mais le NFP en fin de compte c'est pas que ce rendez-vous-là qui est attendu, c'est ce rapport-là, le taux de chômage et le salaire moyen. Surtout le salaire moyen en ce moment. Parce que c'est vraiment la constante qui fera varier l'inflation. Ce n'est ni le rapport NFP c'est pas le rapport NFP qui va faire pression sur l'inflation. Alors oui, ça va avoir un impact, mais c'est pas celui qui va avoir un impact le plus important. Alors, je salue SAE Trading, bonjour à vous Bruno, bonjour Didier, j'espère que vous allez bien Frédéric, que je salue également Sian, Jamal, François, Franck, voilà, bonjour mesdames et messieurs, nous dit Franck, et bien écoutez, bonjour à vous Franck. L'USDN me demande Bruno, alors on va y venir tout de suite. Alors, on commence tout de suite par le DXY et ensuite je passe à l'USDN. Donc le DXY qui confirme sa sortie du range. Il est en train de tester sa moyenne mobile à 50 jours, ça va être particulièrement intéressant parce que s'il la casse, ça va donner un signal haussier, le signal haussier qui va se prolonger jusqu'à la décision des taux de la Fed. Je rappelle, moi mon positionnement par rapport à cette Fed, c'est vraiment achat de la rumeur, vente de la nouvelle. J'ai écrit de multiples articles depuis une semaine là-dessus. Pour ceux qui n'ont pas lu, alors j'en ai écrit un sur le gold par exemple, un sur le pétrole. Vous voyez, le cours d'or émet deux signaux baissiers avant la Fed. J'ai écrit également sur le franc suisse par rapport à ce gold, par rapport à la Fed. J'ai également écrit sur le DXY. Donc voilà, il y a plusieurs articles où je mentionne, où j'explique ma stratégie d'achat de rumeurs, vente la nouvelle. Pour moi, ça me semble assez explicite au vu de l'historique. Et bon, vous savez, je vois que il y a beaucoup d'habitués aujourd'hui dans le webinaire, donc vous connaissez mon analyse là-dessus. Je vais pas la répéter à tous les webinaires, mais en clair, je suis haussier avant la fête sur le DXY, donc baissier gold, voilà. Et le mardi, mercredi, ça pourrait être le timing pour vendre le DXY. Mais bien évidemment, c'est purement spéculatif. Voilà, donc le DXY, dans la lignée du début de la semaine, ça progresse et on devrait avoir une nouvelle journée positive. Bien évidemment, les chiffres de l'emploi cet après-midi seront décisifs. Voilà, donc l'USD yen progresse. On a d'un côté le dollar qui monte et le yen, comme on l'a vu il y a de cela quelques minutes,
qui est en baisse parce qu'il y a un retour de l'appétit pour le risque. Voilà, donc l'USD Yen, il va probablement venir chez les 114 avant la Fed. Et ensuite, d'un point de vue technique, encore une fois, ce sera peut-être très intéressant de passer à la vente. Pourquoi? Parce que on sera dans ce range qui a été testé quand même, vous voyez, à 4 reprises cette résistance. L'oblique baissière également, qui est composé de 1, 2, 3, 4, 5, ça sera le 6e point de contact. Voilà, donc ça pourrait être d'un point de vue technique, la vente se justifierait complètement. Voilà. Donc là, à court terme, la marge de progression elle est haussière jusqu'à 114. On continue sur cette Fed. Alors on va continuer sur l'or. L'or, on peut voir qu'il a bien baissé hier. Il clôture en dessous des 1250. Là, le cours, je pense qu'il est parti pour venir chercher les 1240. Bien évidemment, tout va dépendre également du NFP pour aujourd'hui. Mais en tout cas, avant la Fed. Donc la Fed, je vous rappelle, c'est mercredi soir prochain. Avant le mercredi 13 décembre au soir, je pense que le gold peut clairement venir tester les 1240. 1240 qui correspond à un support technique qui a un prix de clôture mensuel. Alors je ne me souviens plus c'est de quel mois, mais c'est un prix de clôture mensuel. C'est également 50% de retracement de cette tendance haussière. Donc voilà, ça peut être intéressant de passer à l'achat. Et en plus de cela, sur le momentum, regardez, on est quand même sur un niveau de support qui n'est pas à ignorer. Voilà. Et l'euro-dollar, donc là je fais complètement les 3 paires qui seront les plus sensibles au NFP. D'ailleurs, je vous annonce que le webinaire NFP aura lieu cet après-midi et je présenterai ce webinaire. J'aurai l'honneur de présenter ce webinaire. Donc pour ceux qui veulent me rejoindre cet après-midi, ça sera donc le 8, nous sommes le 8, à 14h15, donc un quart d'heure avant le rapport NFP, ça va durer à peu près 30 minutes. Voilà, donc pour s'inscrire, c'est juste ici. Et voilà, tout simplement. Bref, donc l'euro-dollar sur moyenne mobile à 50 jours, à l'image du DXY, l'euro-dollar qui ressemble beaucoup au DXY, en fait c'est plutôt le DXY qui ressemble à l'euro-dollar parce que le DXY c'est un indice, c'est ni plus ni moins que par exemple un Dow Jones. Un Dow Jones c'est quoi? C'est la composition, c'est le cours qui est composé de plusieurs actifs, c'est un indice boursier. Le DXY c'est un indice boursier, d'accord? C'est pas un actif, c'est un indice. Un indice qui est composé de l'euro-dollar, qui a la plus forte pondération, un peu plus de 50%. Vient ensuite l'USD-Yen, on a ensuite du GBP-USD, l'USD-CAD, l'USD-CHF, bref, on a des paires majeures, des paires croisées également qui sont dans cet indice. Voilà, donc puisque l'euro-dollar a plus de 50% de pondération dans cet indice du DXY, eh bien forcément, l'euro-dollar, si vous tradez le DXY, ça revient à peu près, je dis bien à peu près, à trader l'euro-dollar, mais de façon inversée. Donc si on est haussier sur le DXY, par exemple, on va être baissier sur l'euro-dollar, et vice-versa. Donc l'euro-dollar teste sa moyenne mobile à 50 jours, et, pardon, excusez-moi, pour terminer avec cet indice DXY, c'est pour ça que l'analyse technique du DXY ressemble plus à l'euro-dollar. Si vous regardez un petit peu les points de contact sur la moyenne mobile à 50 jours, que vous mettez sur les EK, le GBP, USD, etc., ça sera la moyenne mobile à 50 jours de l'euro-dollar qui va rebondir, qui va ressembler le plus à la moyenne mobile à 50 jours du DXY. Vous voyez que là, on est en point de contact. Nous sommes le vendredi 8. Mais sinon, le mardi 14 novembre, le DXY clôturé sur sa moyenne mobile à 50 jours. Et si on regarde l'euro-dollar, vous voyez, mardi 14, on était on a clôturé un peu au-dessus. Voilà. Alors que l'USD CAD, par exemple, le 14, voilà, 14, on n'a pas vraiment de corrélation. Voilà. Donc c'est le mot. L'euro-dollar, le DXY est le plus fort corrélé à l'euro-dollar. Voilà, donc si vous tradez par exemple, parce que le DXY il est tradable, hein, donc si vous tradez DXY, sachez que ça revient à trader l'euro-dollar mais de façon inversée. Donc ça va être assez intéressant d'un point de vue risque. Parce que peut-être que des gens peuvent se dire bon je trade l'euro-dollar et le DXY comme ça je suis diversifié. Non, pas du tout. C'est juste que vous au contraire vous concentrez votre risque. Donc l'euro-dollar teste sa moyenne mobile à 50 jours. Avant la Fed, je pense qu'il peut venir chez les 1,1651. J'ai écrit un article là-dessus. J'ai écrit un article que je vous invite à lire. J'ai pris du temps à l'écrire, donc
donc voilà, si vous souhaitez lire, bien écoutez, il est juste ici euro-dollar, le PIB de la zone euro continue d'accélérer mais laisse l'euro inchangé. Voilà, donc je fais une analyse un peu plus approfondie, mais concrètement je pense qu'avant la Fed, il peut venir chez les 1,1651, comme le gold peut venir chez les 1240. Voilà. Maintenant, il faudra rester prudent. Il faudra rester prudent parce que on n'est pas à l'abri que le NFP soit négatif, soit décevant, donc que le DXY soit baissier et donc que l'euro dollar soit bullish. Voilà, donc tout va dépendre aujourd'hui du rapport de l'emploi. En attendant cet après-midi, il devrait pas avoir de momentum. En tout cas, c'est comme cela que ça fonctionne généralement les premiers vendredis de chaque mois lorsqu'il y a le rapport NFP, et bien on a un momentum qui est assez faible avant ce rapport. Alors je regarde vos questions. Alors Bitcoin 17 000 nous dit Phil. Alors on va regarder le Bitcoin juste après. Merci de montrer un exemple de trading sur l'adage acheter la rumeur, vendre à nouvelle, Frédéric. Eh bien écoutez, Frédéric, regardez le gold, tout simplement. Voilà, depuis le mois de septembre de l'année dernière, ça achetait du dollar, ça faisait pression sur le gold. Et une fois qu'on a eu la hausse des taux, normalement, théoriquement, la hausse des taux, c'est quoi? Ça fait pression sur le gold. Et bien au contraire, vendre la nouvelle. On peut regarder ça sur le DXY, ce sera peut-être un peu plus explicite. Donc là, on a eu la hausse des taux en décembre, ça a acheté la rumeur et ça a vendu la nouvelle. Pareil ici, ça a acheté la rumeur, ça a vendu la nouvelle. Ici, on n'a pas eu le temps d'acheter. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas eu parce que le marché ne priceait pas cette hausse des taux. Je rappelle qu'en mai-juin, c'était soit une hausse des taux en juin, soit une hausse des taux en septembre. Mais la probabilité n'était pas, comme aujourd'hui, à plus de 90% pour la prochaine hausse des taux. Donc moi, ce que je vois là, c'est un peu la même chose que, avec un momentum beaucoup plus faible, mais c'est un petit peu la même chose que je vois il y a un an. C'est-à-dire qu'on a le marché qui price la hausse des taux. Je rappelle qu'en septembre, la probabilité de Bloomberg ou de CME Group pour une hausse des taux en décembre 2016 était de plus de 80%. Voilà, pendant 3 mois. Et le marché payait le dollar. Donc moi, je vois bien un petit peu la même chose. Alors je ne dis pas que le DXY va perdre. Alors là, combien il a perdu? Il avait perdu, voilà, 4%. Je ne dis pas que le DXY va perdre 4%, mais en tout cas, je pense que ça va vendre la nouvelle. Et donc que le DXY va être baissier. Et qui peut très bien revenir à son support à 91,51. Je ne sais pas s'il va marquer des plus bas, mais en tout cas, je pense qu'il peut clairement revenir à ce niveau. En plus de ça, ça va coïncider près de la moyenne mobile, oui, à 200 jours. Voilà, donc, et pourquoi pas, alors, tac. Vous voyez que si on prend les plus hauts depuis ici, on peut, pourquoi pas, le momentum arriver proche de ce niveau-là avant la fête. Donc là, on est typiquement, je pense, hein, encore une fois, je pense, c'est de la spéculation qu'on fait là, mais je pense que le marché paye le dollar, paye cette hausse des taux depuis le mois de septembre, comme ce qu'on avait il y a un an, jour pour jour, et que ça va vendre mercredi soir. Enfin, ça va peut-être acheter mercredi soir, après la fête, ça va peut-être acheter à l'image ce qu'on avait eu là. Vous voyez que lorsqu'il y a eu la hausse des taux, on avait une hausse du dollar, mais en fin de compte, le mouvement majeur qui a suivi, c'était une baisse. Voilà, donc c'est possible que le soir de la Fed, ça soit bullish et que le DXY évolue d'un point, donc qui passe de 93 et quelques à 94 et quelques, qui viennent toucher sa moyenne mobile de 100 jours, et que le contact de sa moyenne mobile de 100 jours, ça sera un signal baissier. Donc soit vous vendez, enfin, la stratégie c'est soit de vendre avant la Fed, juste avant, quitte à être dans le négatif pendant quelques heures, voire 1 ou 2 jours, ou alors, mais ça c'est qui tout, enfin c'est comment dire, c'est qui tout double, et peut-être que vous pourrez rater le train. C'est-à-dire que vous pensez que vous allez être baissier, mais vous attendez que le cours atteigne cette moyenne mobile à 200 jours en espérant que la hausse des taux de la Fed fasse ce type de mouvement. Hop, et ensuite, comme ça. Voilà. Mais ça, c'est pour avoir le meilleur point d'entrée. Mais peut-être que, en fin de compte, on va avoir la hausse des taux à ce moment-là et que ça va directement baisser. Et donc, dans ce cas-là, vous aurez raté le train. Donc, c'est qui tout double. C'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Après, moi, je ne peux pas vous dire où rentrer, où vendre, etc., etc. Mais en tout cas, moi, c'est mon sentiment que j'ai. Mon sentiment, c'est que ça achète la rumeur et que ça va vendre la nouvelle.
Si Anne qui me dit Valentin, si mes souvenirs sont bons, aujourd'hui la réforme fiscale sera votée par le Sénat. La probabilité positive est forte. Actuellement, nous évoluons à 13 147 points sur DAX. Si nous devrions casser le range de 13 200 points, lors du retracement de Fibonacci, nous pourrons retrouver les 13 252 points. Penses-tu que nous pourrons retrouver le plus haut du 7 novembre, 13 500, très rapidement? Alors, si la réforme fiscale est votée aujourd'hui, oui, il y a une probabilité qu'elle soit votée, mais bon, c'est pas encore sûr à 100%. Donc ça peut, oui, être voté, mais si ça n'est pas le cas, les indices resteront en range. Mais si on part du principe qu'elle sera votée, ce que honnêtement, moi j'ai pas de conviction, je ne peux pas vous dire si elle sera votée ou non aujourd'hui. Mais voilà, si on, bon, c'est un petit peu bazar aujourd'hui, hein, ce webinaire, hein, on passe sur le DAX, sur les matières premières, les forex, mais bon, c'est pas grave. Si la réforme fiscale est votée, dans ce cas-là, ça sera un signal haussier et on ira chercher les 13 500, je pense, d'ici une semaine ou deux. Voilà. En tout cas, je pense qu'on ira le chercher avant Noël. Ça, c'est quasiment sûr. Maintenant, d'un point de vue technique, d'un point de vue purement technique, ce qu'il faut surveiller, c'est, voilà, si on a une clôture journalière au-dessus des 13 170 à peu près, ça sera un signal de breakout. Voilà. Moi, personnellement, mon opinion est déjà haussier depuis 13 000 points. Je le rappelle encore une fois depuis maintenant plusieurs séances. Moi, je suis haussier depuis 13 000 sur le DAX, haussier depuis les 5 300 sur le CAC 40 et haussier depuis les 3 550 sur l'Euro 550. Voilà. Donc pour ceux qui ont payé, il y a deux stratégies. Soit vous payez ce support, ou soit vous payez le breakout. Voilà. Donc le breakout sur l'Eurostoxx, l'idéal, ça serait que tous les indices convergent et qu'ils fassent un breakout au même moment. C'est-à-dire que si l'Eurostoxx clôture au-dessus des 3600, que le CAC clôture au-dessus des 5413 et que le DAX clôture au-dessus des 13 171, pardon, ça sera des signaux de breakout qui vont converger dans la même direction. Ça renforcera le signal haussier, l'appétit pour le risque, et dans ce cas-là, oui, ça sera direction les précédents sommets assez rapidement. Je ne peux pas vous dire si ça sera atteint en 2, 3 jours, une semaine ou 2 semaines, mais ça sera atteint, je pense, très fortement avant la fin de l'année. Mais la condition sine qua non, c'est la réforme fiscale. Et l'idéal, c'est qu'on ait la formation d'une coalition en Allemagne. Dans ce cas-là, on marquera des nouveaux records très très rapidement. Voilà, si ces deux facteurs pesant actuellement sur le marché sont effacés, ne sont plus des inquiétudes mais des opportunités, dans ce cas-là, ça sera bullish pour les marchés actions, que ce soit européens, asiatiques ou américains. Voilà. Donc j'espère avoir répondu à votre question. Pour ceux qui se demandent, je ne suis pas rentré à l'achat, est-ce qu'on peut encore passer à l'achat à 13 000 sur le DAX et les niveaux équivalents sur le CAC et l'Eurostoxx? Ça va dépendre. Si la réforme fiscale n'est pas votée aujourd'hui, dans ce cas-là, c'est peu probable. C'est probable, oui. Si elle est votée aujourd'hui, dans ce cas-là, c'est peu probable. Voilà. Euh, donc ça va être qui tout double, hein. Encore une fois, ça se trouve, on aura une formation de coalition en Allemagne aujourd'hui. En plus, on a l'avancée dans les négociations du Brexit. Et si en plus de ça, on a la réforme fiscale qui est votée, on ne retrouvera pas les 13 000 points très rapidement. Par contre, si ce n'est pas voté, oui, il y a des chances que les marchés actions continuent, refassent un pullback sur ces niveaux majeurs. Alors, je repasse sur le FX. De toute façon, j'ai pas grand chose à rajouter, hein, sur les indices. Honnêtement, je pense qu'on a fait un tour. L'analyse reste globalement la même. Donc, GBP, on peut voir qu'il revient tester ses sommets. Alors moi personnellement, j'attendais un pullback un peu plus important. Je pensais que l'optimisme, je pensais que la déception pardon du marché sur les négociations du début de semaine du Brexit allait faire baisser la livre de façon un peu plus importante. Moi, ce que j'attends honnêtement pour entrer à l'achat en swing trading moyen terme, c'est que le cours revienne à 1,30. Voilà, 1,30 pourquoi? Parce que ça correspond à 38,2%, la moyenne mobile à 200 jours, le seuil psychologique, un prix de clôture mensuel. Donc d'un point de vue de moyen long terme,
1,30, ça se paye. 1,30 ça se paye si on part du principe bien évidemment que ça sera un soft Brexit et non un hard. Ça c'est une opinion personnelle. Moi personnellement je pense que ce sera un soft Brexit au vu négociation. Il n'y a aucune des deux régions qui a plus intérêt que ce soit un hard que ce soit un hard Brexit. Voilà, faut mieux que ce soit un soft Brexit d'un point de vue économique. Donc voilà, 1,30 pour moi ça se paye. Ça se paye pour viser les 1,35 voire même les 1,40, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors après ça va dépendre de l'horizon de temps. À plus court terme, on a ce plus haut de prix de clôture mensuel de l'année de 2017 à environ 1,34, qui semble être un niveau de support, encore une fois, à court terme. La prise de bénéfice, elle est où? Elle est aux alentours des 1,3550, 1,36. On va dessiner cette zone. Mince. Voilà, cette zone, c'est une zone de support qui est quand même assez importante. Qui est assez importante, pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été dépassée et bien depuis qu'il y a eu le vote en faveur du Brexit. Vous voyez qu'on a eu, c'est le plus haut annuel en fin de compte, c'est le plus haut annuel, c'est le plus haut également de près de 2 ans, donc de 1 an et demi pardon. Donc voilà, c'est quand même un niveau important. Donc si on a un breakout de cette zone, c'est-à-dire une clôture vraiment hebdomadaire, parce qu'une clôture journalière, ça ne suffira pas pour émettre, ça ne sera pas assez conséquent pour valider le signal. Euh, donc si on a une clôture hebdomadaire au-dessus de ces niveaux, c'est clairement un signal haussier jusqu'à 1,40. Voilà. Donc à court terme, j'ai envie de dire que les 1,34 se payent, les 1,3550, c'est une prise de bénéfice. À moyen, long terme, retour à 1,30, c'est une opportunité d'achat. Franck qui me dit, avec la déclaration de Trump vis-à-vis d'Israël, pensez-vous que les marchés pourraient être impactés? Moi, je ne pense pas, honnêtement. D'un point de vue économique, je ne vois pas réellement la relation cause à effet sur les marchés actions. Euh, non, à ce stade actuel, à part s'il y a des tensions entre, par exemple, la zone euro, l'Union européenne qui, bon, l'Union européenne semblerait être désaccord avec Donald Trump, avec la décision de Donald Trump. Maintenant, ça reste simplement un désaccord. Tant qu'il n'y a pas de tension, il n'y a rien ça va pas remettre en cause les marchés actions. Au stade actuel, personnellement, je ne pense pas que ça va avoir un impact sur le marché actions. Il y a le marché est focus sur d'autres facteurs qui, je le rappelle, sont 3 facteurs: la réforme fiscale, la coalition en Allemagne et la Catalogne. Voilà, c'est vraiment ces 3 facteurs-là où les marchés sont focus. Voilà, l'Israël, pour le moment, c'est plus politique économique. Il n'y a pas vraiment de poids économique là-dessus, pour le moment, en tout cas. Voilà, je reste ouvert aux évolutions, mais aujourd'hui, au 8 décembre 2017, moi, je ne considère pas que ça va avoir un impact sur le marché action. Voilà donc pour GBP/USD, le NZD, consolidation sur le niveau de support à 0,68 qui, je le rappelle, étant une opportunité pour passer à l'achat qu'un possible niveau de breakout qui pourrait signaler une vente. Donc NZD/USD, je ne préfère pas m'exprimer là-dessus. L'USD CAD, on est à moyenne mobile à 200. D'un point de vue technique, c'est possible de passer à la vente. Possible de passer à la vente. Par contre, si on passe à la vente sur cette moyenne mobile, il faut savoir qu'avec la Fed, encore une fois, le DXY, on n'est pas à l'abri qu'on ait un momentum haussier et ensuite une baisse. Si on a un momentum haussier puis une baisse, c'est-à-dire que l'USD CAD a une marge de progression jusqu'à 1,30. Donc peut-être que c'est possible que le cours puisse venir chercher 1,30. Donc si c'est le cas, si vous prévoyez également que ce soit le cas, mettez un stop en considérant cette hypothèse. Voilà. Donc c'est possible que moi je pense que bien que la moyenne mobile à 200 jours soit extrêmement importante, je sur l'USD-CAD, je pourrais prendre le risque. Je pense que ça peut valoir le coup d'attendre les 1,30. Quitte à que ce soit juste une mèche. Vous voyez, une mèche, en intraday on touche les 1,30 et ensuite ça repasse à la baisse. Voilà, donc soit vous vendez la moyenne mobile à 200 jours et mettez un stop,
petit peu au-dessus des 1,30 pour contenir le mouvement qui pourrait suivre la Fed avant de prendre une tendance baissière. Ou soit vous attendez à 1,30 en espérant qu'il soit atteint juste après la Fed. Voilà. Donc il y a il y a deux scénarios possibles. À vous de voir. Tout va dépendre de votre risque. Tout va dépendre de votre gestion de risque, etc. et de votre positionnement actuel déjà sur le dollar. Parce que si vous vendez le dollar déjà sur l'euro dollar, sur le USD yen, etc. Enfin bref, si vous êtes déjà vendeur du dollar, faites attention également à votre exposition. Donc voilà pour ce qui est des paires majeures. WTI, moyenne mobile à 50 jours qui fait office de support, vous voyez, qui fait office de support. Le pétrole qui rebondit, ce qui va soutenir le CAD un petit peu dans le fond. Est-ce qu'il y a une opportunité d'achat? Moi, je ne pense pas. Si les cours reviennent sur 60 dollars le Brent et 55 dollars le WTI, alors oui, dans ce cas-là, on aura un double signal aussi. Mais pour le moment, moyenne mobile à 50 jours, certes, c'est bien, mais pour moi, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Voilà. Donc le WTI, on a un rebond intraday qui pourrait se poursuivre jusqu'à les 64 dollars, pardon, 64 dollars sur le Brent et 57,32, vous voyez, sur le WTI. Maintenant, vraiment à moyen terme, ce qui serait intéressant, c'est que le cours revienne à 55 pour payer hein, ce baril. Alors le Bitcoin qui perd 5%, le Bitcoin Cash qui en prend 15. Alors le Bitcoin qui a touché, oui, 17 000 hier, même sur d'autres plateformes d'échange, en Corée du Sud par exemple, il a atteint 19 000 et au Zimbabwe il a atteint 26 000 dollars. Voilà. Donc on a quand même une belle hausse de ce Bitcoin. Où est-ce qu'il va s'arrêter, personne ne le sait. En tout cas, ce que j'ai pu constater, c'est que les précédents retracements, donc là on est sur un graphique logarithmique, c'est pour ça que vous pouvez voir que la courbe, elle est moins exponentielle que sur d'autres graphiques. Euh, donc retracement 61,8% ici, 61,8, à peu près 50. Donc moi personnellement, s'il y avait un point d'entrée à considérer à court terme, bien évidemment le Bitcoin, faut savoir qu'il peut vraiment perdre 90% demain. Donc faut vraiment, si vous le tradez, faut prendre avec un risque adapté. Mais en tout cas, au vu des trois précédents retracements, s'il devait en avoir un quatrième et qu'on considère que le plus haut a été fait, je dirais qu'il faudrait viser un retracement de 50% depuis l'impulsion qui a démarré le 12 novembre dernier. Donc si on considère que le plan haut a été réalisé, on pourrait dire que 11 265 dollars pourrait être un point d'entrée approximatif pour entrer à l'achat sur du court terme. Voilà. Maintenant, encore une fois, je vous rappelle que le Bitcoin, il peut perdre 90%. Mais même s'il perd 90%, il progressera plus, il aura progressé cette année. D'accord? Donc voilà. À trader avec modération et avec surtout précaution. Et sans effet de levier. Oui, au Zimbabwe, Phil, sur les plateformes au Zimbabwe, le Bitcoin a atteint 26 000 dollars. Voilà. Et c'était ces types de signaux hein, qui ont permis, oui, d'anticiper l'action du prix. Parce qu'en Corée du Sud, les 10 000 dollars ont été atteints avant avant nous sur Coinbase ou voilà sur d'autres plateformes d'échange européennes et américaines ou même japonaises. En Corée du Sud, si vous regardez les prix, eh bien, ils sont atteints un peu plus avant, donc un peu plus oui avec des quelques jours d'avance. Vous allez juste aller sur CoinMarketCap, et là vous allez sur Bitcoin Market et là vous pouvez voir face à la monnaie Corée du Sud, il atteint 20 000 dollars. Voilà. Et étant donné que c'est la troisième plateforme Bitfum, vous voyez en termes de volume, c'était la troisième sur les dernières 24 heures, plus de 2 milliards ont été échangés là-dessus face à la devise Corée du Sud et c'était le prix en dollars à 20 000. Donc c'est-à-dire qu'il y a des chances, c'est pas sûr, hein, mais il y a des chances qu'on atteigne 20 000 prochainement. 20 000, encore une fois ici, 20 000 en Corée du Sud, 20 000 en Corée du Sud. Donc en fin de compte, vous voyez que là, 9% des volumes en Corée du Sud, plus 2%, donc ça fait un total de 3, ça fait 12% ici. 12%,
Corée du Sud 1,30. Donc on a à peu près 15%, je dirais, si on additionne tous les monnaies, enfin toutes les plateformes qui ont échangé le Bitcoin face à la devise de la Corée du Sud, qui ont atteint 20 000 dollars. Donc moi je pense que les 20 000 seront atteints avant la fin de l'année. Après bon, honnêtement personne peut prédire l'action de prix du Bitcoin. Alors ici on regarde le prix 28 000, vous voyez, ATB. Alors ça c'est une face PPK. Bon, vous voyez qu'il y a quand même des prix qui ont été les 20 000 ont quand même été atteints à de multiples reprises face à différentes devises. Alors, Bitcoin Indonésia, qu'est-ce que c'est? Alors, je ne connais pas. Bon, bref. Voilà un petit peu pour ce point de marché. Alors, n'hésitez pas à poser des questions. Il est 9h36. Je vous rappelle qu'il y a le rapport NFP cet après-midi, que j'organiserai un webinaire à 14h15. Donc soyez présents si vous souhaitez suivre le NFP. Et voilà, donc pour les marchés actions, c'est haussier ce matin au vu de l'appétit pour risque qui s'est traduit hier à Wall Street et ce matin sur le Nikkei. Le Nikkei qui, comme vous voyez, ceux qui ont suivi le scénario de mon article qui a été publié mardi soir. Mardi soir, c'était un parfait timing. C'était si on a un retour à moyenne mobile à 50 jours proche des 21 000 dollars, c'était stratégie haussière jusqu'à 23 000. Donc là, le Nikkei, là on est sur le futur. On est sur le futur. Donc il atteindra probablement 23 000 dans la journée, mais sinon, si vous tradez le Nikkei en cash, eh bien, il sera atteint probablement lundi, si on n'a pas, bien évidemment, si on a des bonnes annonces ce week-end. Si on n'a pas d'annonces contraignantes d'un point de vue politique sur la réforme fiscale ou la coalition sur la situation en Allemagne, dans ce cas-là, les 23 000 devraient être atteints. Voilà. L'Eurostoxx, on vient chercher un moyenne mobile à 50 jours. Le CAC, on le dépasse. Et le DAX, vous voyez, aussi. Et donc par rapport au scénario d'hier, le DAX, ceux qui ont payé le DAX direction les 13 085 points, écoutez, c'est parfait, grâce à l'appétit pour risque, également une hausse de la croissance en zone euro plus importante que ce que prévoyait le consensus et plus importante qu'avait estimé Eurostat, l'agence Eurostat. Donc voilà, on a eu des bonnes annonces fondamentales, plus de l'appétit pour risque. Maintenant, réellement, je pense que les catalyseurs nécessaires pour que les marchés actions européens reviennent à leur sommet et marquent des nouveaux records, c'est vraiment la réforme fiscale et la situation en Allemagne. Alors François qui me demande l'or et le GBP. Alors bon François, alors bonjour, rebonjour à vous. Alors comme j'ai dit, l'or, pour moi je suis baissier avant la Fed. Je suis clairement dans une stratégie de achat de la rumeur, vente de la nouvelle par rapport à la hausse des taux. Donc ça achète le dollar, ça vend bien évidemment le gold. Et pour moi, dès qu'on aura la hausse des taux de la Fed, on aura une hausse du gold et une baisse du dollar. Donc là, je pense que le gold peut clairement venir chez 1240 avant la Fed. Le GBP, je pense qu'il peut venir atteindre les 1,3550. Maintenant, pour réellement mettre des stratégies haussières supérieures à ces sommets, soit les signaux, c'est soit on a un breakout à 1,3620, vous voyez, clôture hebdomadaire au-dessus d'un 36,20, ou alors le cours qui revient à 1,30. On est dans l'optique que ça va être un soft Brexit. Dans ce cas, les 1,30 ça se paye. Donc soit on paye le support à 1,30, soit on paye le breakout à 1,36, 1,3630. Mais payer sous résistance actuellement, ça peut être un petit peu risqué. Voilà. Donc voilà, GBP USD plutôt en sentiment haussier. Maintenant, on va prendre avec modération parce qu'on est quand même sur une zone, on est sous les plus hauts annuels. Voilà pour vous François, écoutez, merci à vous tous pour votre attention, on se retrouve tout à l'heure pour le webinaire spécial rapport NFP. Excellente matinée, pour ceux que je ne retrouverai pas tout à l'heure, eh bien écoutez, excellente journée, excellent week-end et à lundi.